Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis pas chez moi et je vais rencontrer deux invités avec lesquels on va parler de financement participatif. On va évoquer Kickstarter, GameFound, Ulule, Game on Tabletop également, et puis vous allez voir, on va essayer d'aller chercher un petit peu les raisons de pourquoi on achète, pourquoi on finance des choses, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de marketing, est-ce que parfois on nous prend pas un petit peu pour des machines à fric, et puis voilà, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez apprendre des choses. En tout cas, c'est juste après le générique. À tout de suite. On se retrouve donc maintenant avec mes deux invités du jour. Et alors, ces deux invités un peu spéciaux, hein, je vais pas vous le cacher, parce que c'est pas des gens que je connais pas depuis longtemps, puisqu'ici vous avez David. Voilà, bonjour David. Bonjour. Voilà, David, en fait, c'est mon beau-frère. Alors, et puis ici, Mathieu. Bonjour. Mathieu, le cousin, en fait, le cousin de mon beauf, en fait, et le cousin de ma femme. Enfin, du coup, c'est mon petit cousin, enfin, mon cousin par alliance. C'est une cousinade. Voilà, tu pourras parler un petit peu plus près de ton micro. C'est une cousinade, mon Voilà, c'est une cousinade, donc c'est en famille, mais en même temps, vous deux, vous êtes quand même devenus des gros consommateurs de jeux. De Kickstarter. Alors, Kickstarter. Alors, en fait, c'est pas le thème vraiment Kickstarter, c'est le thème sur les financements participatifs, donc que ce soit GameFound, Ulule. Je sais plus quoi encore, Kickstarter, et puis on a un quatrième que j'ai plus le nom, Game on Tabletop, voilà, merci, c'est celui que je cherchais, et puis on aura sûrement des nouveaux qui vont arriver, parce que vu le succès du truc, à mon avis, ça va pas s'arrêter là. Donc vous êtes des gros consommateurs depuis quelques temps, hein, quand même. Je pense que ça fait bien 4-5 ans qu'on investit dans. C'est vrai qu'on a commencé un peu à jouer ensemble, et puis vous êtes vite fait tomber, parce qu'on a commencé à jouer ensemble avec des jeux plutôt standards, hein, je sais plus sur quel jeu on avait joué au début, mais en fait, Express, je pense. Voilà, et en fait je me souviens que le jeu qui vous a fait tomber vraiment là-dedans, c'est Gloomhaven. Non. C'est pas Gloomhaven, ouais, non, le premier réel jeu, alors si on remonte encore un peu avant, ouais. Moi au niveau de l'histoire c'est les jeux de rôle. Ah oui. Ah non, mais alors je parle de le premier jeu qui vous a fait pencher vers le financement participatif. Et bah donc c'est celui que Mathieu a acheté. Alors c'est Batman. Non, c'est même pas Batman. C'est le 7ème continent. On a commencé par le 7ème continent. Ouais, avec d'ailleurs la 7ème citadelle qui arrive bientôt, on va en reparler de ça. Parce que on n'a pas acheté sur la plateforme que j'ai eu en occasion. Ah oui, c'est-à-dire que tu l'as racheté à quelqu'un qui l'avait pledgé. Et puis après, à partir de là... t'es passé sur Batman Gotham City Chronicles. Exactement. Là, le all-in de la saison 1. Exactement. Que moi j'ai racheté aussi pareil à quelqu'un qui l'avait pledgé et qui ne pouvait plus, en fait, parce que ça c'est un des sujets aussi, mais vu le délai de livraison, en fait sa vie a changé et il avait plus possibilité d'assumer les, je sais plus, 350 € à peu près, je crois. Plus du prix. Ça doit être un truc comme ça, du all-in, donc je lui avais racheté, en fin de compte le jeu était tout neuf. Et alors je vous ai demandé avant qu'on démarre la vidéo, en fait, si vous pouviez lister un petit peu le nombre de jeux qui vous avez acheté en fait via ces plateformes là, et puis si vous pouviez estimer un petit peu le montant, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le genre de truc, alors on pourrait comparer avec des choses un peu addictives, genre de la cigarette ou des jeux dépensés par exemple dans les jeux de casino, parce qu'en fait il y a un petit côté addictif à ce genre de plateforme qui nous harcèle tout le temps sur les réseaux. Parce que dès qu'on va avoir un peu des trucs, on est tout le temps sollicité. Tu m'en parlais encore tout à l'heure que tu étais sollicité pour un jeu sur lequel tu vas peut-être craquer des chances. Voilà, très vite. Surtout que je suis incité à craquer. Donc. Voilà, et puis on est un peu des êtres fragiles. On est un peu des êtres fragiles. Déjà, vous voyez ici, là, c'est une partie des jeux que eux ont pledgé, hein. Alors chacun ou ensemble ou séparément, aussi. Voilà. Donc vous n'arrêtez pas. Et puis là, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Enfin, c'est un truc de dingue. Encore, ouais. Et donc ce côté un peu addictif et un peu le harcèlement sur les réseaux qu'on peut avoir par rapport à ça, du coup c'est peut-être vous êtes tombé aussi dans le piège, et alors malgré vous en fait, oui et non, après, ou bien à vous d'être tombé dedans parce que ça vous fait plaisir. Ça reste un plaisir, et dès que tu commences à regarder c'est déjà pratiquement acheté, donc c'est ça. On arrive à se contenir. Le problème c'est d'arriver à un moment donné à se dire combien j'ai dépensé là-dedans. Et jusqu'à aujourd'hui je savais pas encore. Voilà. Alors tu vas nous le dire, tu veux commencer Mathieu? Ouais, moi je pense que pour le coup, je dois bien être à une bonne quinzaine de jeux, et ça doit tourner pour l'un des 3000 €. Voilà. Mais en sachant que dedans, il y en a où on a pris aussi à plusieurs.
Moi tout seul, je dois être à bien 2000 €, je pense. Parce que si on compare avec des jeux en boutique par exemple un peu standard, hein, on va dire, on est entre un jeu standard, on va être entre 30 et 60 €, 70 € à peu près. Si on veut des jeux un peu de stratégie, un peu des jeux avec un peu de matos et tout ça, sur une quinzaine de jeux, on serait bien en dessous. Mais là, forcément, il y a le côté les pledges de level différents qui font envie. C'est ça, le matériel, les all-in. Hein. Je vois quand tu prends un Kingdom Death Monster, alors ceux qui ne connaissent pas, c'est la grosse boîte qu'il y a, je pense que ça va faire des envieux. Ça monte tout de suite, à lui tout seul, il prend au moins la moitié de la somme déjà. Ouais, et toi David, alors t'en es où à peu près? Alors moi j'en suis à pas encore une dizaine de jeux achetés tout seul, parce que comme disait le Kouz, on en a acheté à deux, mais ma petite liste à moi, je suis à 1500 € à peu près. Voilà. Et j'ai commencé ça il y a 4 ans je pense. Oui c'est ça, moi aussi c'est sur une période de 5 ans. Et donc 1500, donc du coup on est à... On n'est pas loin de 5000 à deux. On est à plus de 5000, on est à... Ouais. Mais c'est intéressant en fait de en voir fait, l'idée c'est de pouvoir jouer aussi et de les revendre arrive à un moment donné, mais on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Est-ce que tu as envie vraiment de les revendre? Non, mais en vrai, avec le Covid et tout ce qu'il y a eu, les jeux ils arrivent tous tout de suite en fait. Une bonne partie. Le 7ème continent, tu l'as revendu? Le 7ème continent, on l'a fini, on l'a revendu, on n'y rejouera jamais. Gloomhaven, tu l'as revendu. C'était un pledge, hein, Gloomhaven, hein? Oui, parce que je l'ai acheté quand il était que en VO, ouais. Et pour le coup, oui. Celui-là, on l'a revendu. Et en fait, l'idée, c'est ça. On sait qu'on en a tellement, on va pas rejouer une nouvelle campagne. Il y a trop de jeux à faire, en fait. Donc, toi, du coup, t'es sur plutôt quoi en jeu? 7ème Citadelle? 7ème Citadelle, qui est en cours de livraison. Ouais. Donc, il aurait presque pu être là pour la vidéo. Alors, 7ème Citadelle, j'ai quelques petites données à vous dire là-dessus. Soul Raiders, qui est encore en fabrication, mais ça se termine, il devrait pas tarder non plus. Etherfield, qui est arrivé il y a pas longtemps. Ouais. Ça a un peu traîné, mais voilà. Alors Etherfield, ça c'est le cas typique encore d'un jeu, parce que tu l'as eu quand toi? Moi je l'ai acheté en Late Pledge déjà, donc en une seule vague, donc c'est-à-dire que j'ai tout reçu d'un coup. Ah, ok, c'est peut-être la raison pour laquelle tu l'as reçu que là. Parce qu'effectivement, Etherfield il est édité en boutique depuis déjà pas mal de temps. C'est ça. Chez Asmodée, et ça, du coup, je pense que depuis 4-5 mois il est en boutique, donc... Ouais. Après, l'avantage encore une fois du Kickstarter, c'est qu'il y a des exclusivités qu'il n'y aura pas en boutique. C'est aussi ça qui attire sur le. C'est ce qui attire, mais est-ce que après on va y revenir, mais est-ce que vous jouez vraiment à tous ces exclusivités-là? Ouais, si, on y arrive à jouer. On arrive à jouer parce que je vois le Tinted Grail. Heureusement qu'on n'a pas tout reçu en une fois, car on n'aurait pas pu enchaîner les campagnes. C'est bien de faire des coupures, tu vois autre chose et de revenir pour... Parce que la plupart des jeux là, si ce n'est pas tous d'ailleurs, c'est que s'il n'y a pas de one shot en fait, c'est que des jeux à campagne, des jeux... C'est ce qu'on aime, voilà, des jeux sur lesquels vous allez les installer. En plus vous avez cette chance tous les deux de ne pas être très loin l'un de l'autre et d'avoir une pièce consacrée à ça. Et du coup, qui n'est pas celle-ci. D'ailleurs, je te remercie David de nous accueillir chez toi, de nous inviter chez toi. Et du coup, en fait, vous laissez le jeu en place et puis ça vous permet de jouer. Donc ça, c'est quand même un vrai confort pour ce style de jeu qui met souvent bien longtemps à sortir et à ranger. Donc c'est un peu le côté pénible de ce genre de jeu. Alors la problématique, c'est que non, j'ai plus le nom, Novaitas, tu l'as pris en français? Oui. Et tiens, je te demande juste de relever un petit peu. Novaitas, donc tu l'as pris en français, mais ça c'est toujours un petit peu le souci, c'est le délai parfois entre la VO et la VF, parce que ça peut être un vrai problème en fait. Enfin, moi je sais que c'est chiant quoi. Tu le vois avec ISS Vanguard. Clairement. Là, nous on vient de recevoir la vague 1 en français, alors que ceux qui l'ont pris en anglais, ils viennent de tout recevoir, la deuxième vague. Voilà, ils ont reçu l'intégralité dans leur deuxième vague. Enfin, je sais pas si c'est l'intégralité, mais en tout cas dans la deuxième vague, ils ont reçu toutes les extensions en attendant, que vous on a de aurez. quoi jouer le temps que ça arrive. Alors vous avez le temps de jouer parce qu'effectivement vous manquez pas de jeu, mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui fait pas de pledge ou qui en fait un avant d'en recevoir un autre parce que c'est un prix, c'est vrai que c'est problématique. En fait, tu vois sur tous les réseaux les gens qui en parlent, qui y jouent, etc. Et toi tu le reçois 1 an et demi après. C'est ça. On voit Nemesis par exemple, c'est pareil. Alors ça c'est un peu le problème de Awaken Realms. Qui sort ses jeux en fait en VO en principe très vite et qui sort très vite dans un laps de temps raisonnable et qui les sort en VF en fait bien après. Eux leur vrai problème c'est qu'ils arrivent à sortir 3 jeux que t'as toujours pas reçu le premier et du coup faut que t'investisses. Limite nous on l'a fait, on a acheté 3 jeux mais on avait toujours pas reçu le premier. Ouais, ça peut un peu freiner ça.
Bah ouais. Alors du coup on parlait de 7ème Citadelle. Alors j'ai pris quelques petites notes. Pour une fois j'ai préparé un petit peu des trucs parce que là sur un sujet comme ça j'étais un peu obligé. 7ème Citadelle, je l'ai noté quelque part, il faut que je le retrouve. Voilà. La campagne a été terminée sur Kickstarter, je crois que je dis pas de bêtises, le 15 octobre 2020. Ouais, ça doit être ça. Ouais. La livraison sur le Kickstarter a été annoncée pour mai 2022. Exactement, t'as pris la même note que moi. Et en fin de compte, il commence à arriver, là on voit qu'il y a des gens qui commencent à le recevoir en février 2024. Exactement. Et là... C'est le vrai problème de ces choses-là, on peut pas savoir, il y a toujours des imprévus. Bah oui, c'est ça. Pour le coup, en même temps, heureusement qu'il y a des gens comme nous, parce que sinon les jeux ils verraient pas le jour. Alors oui et non. Justement, c'est aussi un point. Parfois, on nous fait croire que ça peut pas avoir le jour, alors qu'en fait, ça pourrait le voir le jour sans ces financements-là. Ouais. Et puis parfois, on nous fait croire aussi que on finance un jeu, alors qu'en fin de compte, quand on le finance, quand on le pledge, finalement, c'est pour financer le jeu d'avant, qui est pas encore terminé. Oui, c'est vrai aussi. On l'a vu ça, avec certaines du coup, campagnes. Alors ça, c'est un des problèmes qu'a rencontré Mythic Games, puisque on est tous au courant de cette affaire de Mythic Games. Pour ceux qui ne savent pas un petit peu l'historique, ils ont fait pas mal de campagnes, trop de campagnes, et puis en fait il y a eu des campagnes qui ont été livrées, donc il y a eu Fantasy Brawl Star, je sais pas quoi. Là-dessus de base. Bah, je pense qu'en fait que des plateformes de financement ont une responsabilité quand même là-dessus. Oui. Après, t'es conscient des risques quand tu fais ça. C'est bien marqué que potentiellement il s'arrête. Tu es conscient des risques quand tu achètes un jeu, mais tu prends pas le risque pour financer le jeu d'avant, que toi t'as pas pledgé, tu vois. Donc ça, et du coup, que ce soit GameFound, Kickstarter, etc., ils devraient être un petit peu plus regardants sur la capacité des boîtes à faire le truc derrière, à faire le produit. Surtout quand tu dépasses les millions d'euros en termes de rentrée d'argent. Tu vois, il y a quand même... non, je l'ai pas marqué sur... Non, je suis pas allé chercher les chiffres de Mythic Games, mais du coup, là, ce qui leur restait à livrer, c'était Rainbow Six Siege, et puis Anastir, donc des jeux qui ont fait des millions d'euros. Et toi d'ailleurs, c'est quel jeu que tu as eu un problème? Eh ben c'est Rainbow Six Siege, enfin que j'ai eu un problème. Le problème, je l'ai encore. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai toujours pas mon jeu. Elle, en fait, il a eu plus de 2 millions de dollars américains, 2 300 ou 400 000, un truc comme ça, de dollars américains. Donc ça, l'argent, bah, il va où? Tu vois? Et en fait, au final, les jeux, ils seront jamais livrés. Ça y est, c'est plié. C'est-à-dire que, alors, Rainbow Six Siege, normalement, il est en mer. Normalement. Ouais, mais là, il y a des problèmes aussi sur la mer. mais voilà, il y a des problèmes sur l'eau, donc avec un peu de chance, les conteneurs tomberont à l'eau ou n'arriveront jamais à bon port, on verra ça. Donc ça, normalement, ça va être dans un mois ou un mois et demi, on saura si les conteneurs arrivent dans les bons ports. Mais le problème, c'est que Rainbow Six Siege, en fait, on a payé... moi la boîte de base elle devait coûter dans les 80 €, je crois, un truc comme ça, et puis on nous a demandé une rançon, tout le monde appelle ça une rançon. En gros, il a fallu qu'on repaye des frais de port qu'on avait déjà payés, plus encore de l'argent, et en fait du coup tu doubles ta boîte de base, c'est à dire que pour en gros pour 140-150 €, tu vas recevoir ton pledge qui coûtait 80 €. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu inadmissible. Et puis là, il y a la nouvelle qui est tombée là, il y a quelques jours, c'est que Cool Mini or Not, qui édite Zombicide, etc., qui est souvent sur les plateformes de Kickstarter et tout, et en fait ils ont racheté la propriété intellectuelle de Elle et de Anastir, en promettant aux gens qu'ils allaient avoir une boîte de base des jeux quand ils seront faits, mais en disant bien que le jeu n'allait pas être celui que Mythic Games avait prévu. Donc en fait, les gens qui avaient pris un pledge à 250 € sur Elle, par exemple, vont recevoir une boîte de base d'un jeu qu'ils auraient peut-être jamais voulu commander s'ils savaient ce que c'était, quoi. Ouais, ça c'est un réel problème. Et en plus, il va falloir quand même qu'ils payent la TVA et les frais de port. Ça, c'est les choses qui se sont ajoutées parce que les premiers Kickstarter, on les payait moins cher parce qu'il n'y avait pas les taxes, les Cool TVA. Mini or Not a été un peu repris là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ils payaient jamais les taxes, etc. Ouais, c'est vrai que maintenant, quand tu vois le prix un jeu comme Et on ne sait pas ce que tu payes 300 € le all-in, tu rajoutes 100. Tu rajoutes 60 balles de TVA et tu rajoutes 40-50 € de livraison, tu vois. Ouais. Et encore, si tu le prends en une vague. Si tu prends en 2 vagues, tu rajoutes d'autant plus. Donc c'est-à-dire que tu recules le délai. Donc est-ce que tous ces trucs-là, ça vous refroidit pas? Pas spécialement. Vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai que moi perso, à un moment donné, tu te dis bon, déjà t'en as commandé pas mal.
t'as effectivement l'histoire du Covid, etc., où t'as les frais de port qui ont monté. Et d'ailleurs, pour Sheol, il a fallu moi que je paye 30 € de plus parce que les gars, ils disaient bien, voilà, le prix des containers ça a augmenté de ouf et à un moment donné, ils étaient pas. Voilà. 30 € ça va, hein. Donc, on peut le comprendre voilà, un peu. Mais ça, ils ont été sérieux. Ouais. Mais oui, on a vu le montant des frais de port qui a augmenté. J'ai comparé les différents achats, les derniers sont nettement plus chers que les premiers que j'ai achetés, donc effectivement il y a quand même eu une sacrée inflation. C'est les taxes. Donc à un moment donné, on même sur les gens en boutique, même sur les gens en boutique, il y a eu de l'inflation. On réfléchit à 2 fois maintenant avant d'en acheter un quand même, parce que ça devient parfois quand même un peu. En fait, c'est surtout que déjà on en a pas mal à jouer, donc on peut se permettre d'être un peu plus sélectif et. C'est-à-dire qu'en fait maintenant les pledges, alors j'ai pris quelques notes, les pledges, il y a la boîte de base et puis après il y a une extension, il y a un autre pledge avec 2 extensions, il y a un autre pledge avec des tapis en néoprène. Moi, clairement à la base je prenais le all-in, hein. Je réfléchissais pas, je faisais all-in, mais maintenant avec le temps, surtout avec le Kouz, on s'est mis à trier, on essaie de prendre tout ce qui est le gameplay et tout ce qui est les accessoires qui sont accessoires. On l'a eu avec Tinted Grail, j'avais les figurines. Tinted Grail, les figurines, elles servaient à rien. Des monstres, clairement. Je l'ai revendu d'ailleurs la boîte. Trop grosse, les figurines par rapport au plateau. Ouais. Trop grosse. Bah oui, c'est ça. Mais en fait, du coup, vous prenez effectivement, vous enlevez tout ce qui est cosmétique et vous gardez vraiment que ce qui est le plaisir du jeu et puis le contenu, quoi. Le gameplay. Je vais prendre un exemple sur ça. Les 24 heures du Mans, Vaillant versus Leader. Alors, c'est pas du tout votre style de jeu, hein, c'est pas du tout les jeux qu'on voit devant nous, mais c'est issu d'une campagne Kickstarter à la base. Ça, c'est un éditeur qui s'appelle International Team, donc j'ai fait une vidéo sur ce produit-là pour la campagne. Et en fait, la campagne, elle a été abandonnée le 22 juin 2023 parce qu'il y avait 3 452 € de financiers sur 20 000 demandés. Ah oui. Ah ouais. Donc ça n'a pas eu de succès. Donc ça n'a pas eu de succès. Ouais. Mais 20 000 €, c'est là où je voulais en venir, c'est que 20 000 €, est-ce que c'est suffisant pour, comme palier pour dire on va fabriquer un jeu? On est loin du compte quand même. Enfin, les paliers... en fait, ils ont ciblé quelle personne? Parce que voilà, quand tu t'es Simone, tu sais que tu fais d'un zombicide, ça y est, en 10 minutes, ils ont leur million. Bah oui, mais voilà, mais justement, il y a des fois, même on voit financer en 2 minutes. Enfin, c'est des trucs de marketing, ça. C'est des trucs pour justement pour appâter le client, pour dire ce jeu-là, il est exceptionnel. Et puis si vous l'avez pas, en gros, vous êtes des cons, quoi. Si vous aimez pas, si vous n'avez pas ce jeu-là, tant pis pour vous, vous l'aurez jamais après. Mais ça, bien souvent, on dit, on met un pledge, un prix de pledge, et puis. Voilà, un prix qui est bien trop bas, qui ne correspond pas à la réalité du travail d'édition, du travail d'emballage, de fabrication, de livraison, etc. Et puis du coup c'est juste pour appâter le client. Donc c'est peut-être un peu avec l'expérience, où justement quand tu vois une campagne, c'est là où il faut peut-être un peu vigilant et avoir un peu les réflexes, mais avec l'expérience. Dire là, bizarrement la somme demandée est bizarrement trop faible ou... Bon, c'est ça, et du coup c'est très bien que tu dis ça parce que c'est exactement pour moi ce qui se passe avec ce jeu là, c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'en fait la campagne a été arrêtée donc le 22 juin 2023 et elle a été relancée sur Ulule le 5 novembre 2023. En fait elle a été financée le 5 novembre 2023 avec un palier à atteindre de 10 000 €. Ah ouais, ils l'ont divisé par 2 leur palier. Voilà. Ok. Tu vois le truc? C'est qu'en fait on a le même jeu, on a la même chose, sauf qu'en fait on divise par 2 le palier à atteindre, du coup il atteint beaucoup plus vite et puis en fait les gens se disent tiens c'est financé, vas-y on y va. Et il a été financé avec un petit peu plus de 30 000 €. C'est comment est-ce qu'ils fixent leur niveau de pledge au départ, effectivement, on peut se poser la question. En fait bizarrement nous c'est rare quand on pledge un jeu dès le départ. On fait souvent des lat pledge. Moi je sais que ça m'arrive de mettre 1 € pour me positionner à l'ouverture du pledge manager et à partir de là ça te permet de voir comment ça évolue. Ça évolue et si vraiment le jeu il va t'intéresser. Puis c'est pareil, des fois on a eu la bonne nouvelle, c'est avec Unsettled. Moi j'ai fait le pledge en VO et je suis tombé sur un forum où il disait potentiellement la VF va arriver. Et c'est ce qui est arrivé, et pour le coup, beaucoup moins cher que... Alors Unsettled, c'est Lucky Dog Games qui fait la VF. En fait, c'est pas eux qui ont localisé le jeu, etc. Ils ont lancé une campagne, parce que je l'ai pledgé aussi. Ah oui. Sur quoi ils l'ont fait? Sur Gamephone, non sur Game on Tabletop. Game on Tabletop. Ouais. Et ils ont dit, voilà, le jeu n'arrivera jamais en boutique, mais on le met en VF, on va localiser le jeu en VF exclusivement pour le financement participatif, parce qu'en boutique il coûterait bien trop cher pour le coup. Moi il m'a fait de l'œil dès le début ce jeu-là, et pour le coup ça vaut le coup des fois de juste se positionner, donc j'avais mis 1 € à la VO, et quand il arrive en français, là, tu dis bon c'est bon, on va pas se prendre la tête à tout traduire,
Et c'est cool. Mais alors du coup, les problèmes comme ça n'enlève rien à la qualité du jeu, parce que même si ça, c'est pas votre style de jeu, le jeu, évidemment, moi je l'ai essayé, je l'ai testé, j'y ai joué, et en fait, en plus je connais un petit peu l'auteur, du coup, le jeu, il est vraiment très bien, il y a des trucs qui étaient à redire, il y avait des trucs à refaire, mais ça reste là, c'est un prototype. Alors surtout, d'ailleurs, surtout si vous voyez la vidéo, enfin vous la voyez puisque vous nous regardez, si vous avez pledgé le jeu et que vous ne l'avez pas encore, ne criez pas au scandale, c'est parce que ça, c'est un prototype que j'ai eu avant la campagne Kickstarter, et du coup, en fait, on est que quelques-uns à avoir ça, quoi. Donc voilà, c'est un prototype, c'est pas la version finale, etc. Mais par contre, c'est intéressant aussi un autre truc là-dessus, parce qu'il y a des différents niveaux de pledge. Et là, on est vraiment sur quelque chose de flagrant que je trouve énorme. C'est qu'en fait, la boîte de base, elle était proposée à 39 €. D'accord. Et il y avait plein de niveaux de pledge différents. Et le pledge maximum, il est à 799 €. Ouais, ça arrive souvent. Hein, mais... non, mais là, quand même. Il y a un autre truc, c'est Nemesis Retaliation qui a eu lieu il y a très peu de temps. Là. Moi, je l'ai pledgé, du coup. Il a fait plus de 12 millions de dollars américains. C'est le record. 12 millions ils ont eu le record, parce que dernièrement, c'était Frosthaven qui avait le record. Plus de 12 millions, ils ont tout explosé. Et là, c'est pareil. La boîte de base de Nemesis, elle est avec des petits standees en carton, au lieu d'avoir des figurines. Elle était à 65 $. Et tu avais la boîte avec les figurines, un peu la boîte normale, quoi, qu'ils appellent Special Edition, qui était à 109 $. Et là, avec celle-ci, tu avais les stretch goals. Donc évidemment que celle à 65 $, qui n'avait même pas de stretch goal, elle n'est pas un peu intéressante. Mais le Master Collection Pledge de la campagne, il était à 900 $. Bah ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ajoutent? En général, ils rajoutent du plastique. En fait, ils te donnent, là pour le Master Pledge, tu as toute la collection Nemesis. Ah ouais, mais t'as tout, toi, t'as tout le jeu précédent. Bah ouais, mais du coup, ça pose quand même un peu question de tous ces prix énormes et toutes ces offres multiples et qui sont alléchantes. Et en plus, maintenant, il y a un truc, c'est que, je sais pas si vous avez fait attention, mais on peut acheter, par exemple, vous achetez Nemesis machin pour 50 € par mois. Oui, ou, on peut en plusieurs fois. Tu vois? Bah, c'est un business, ils ont pas tort de faire ça comme ça, je pense. Et ça fait des sommes. Des fois, t'es mieux à mettre peut-être 50 € par mois que de mettre 200 € une fois. Après, moi, c'est ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'au départ, ils jouent sur l'exclusivité. Je me dis, ah ouais, il sortira pas en boutique, si tu le prends pas maintenant, tu ne l'auras jamais. Et puis finalement, ils en sortent un deuxième, et puis dans la deuxième campagne, ils proposent éventuellement de racheter le premier parce qu'il en reste des exemplaires. Donc tu t'aperçois que finalement, l'exclusivité, elle n'est pas tant exclusivité que ça, il y a moyen. C'est surtout sur les gros jeux, comme ceux qu'on joue, KDM, tu les trouveras jamais dans tes boutiques à côté de chez toi. C'est bien pour ces gros jeux. Elle était arrivé en boutique. Hein. Bah oui, clairement, oui. Avec moins de matos, c'est plus cher. Pour le coup, ils ont été respectueux de ça. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que depuis quelques temps, la mode, elle est quand même à ce que les boîtes des jeux arrivent en boutique avant les pledges. Ouais, ça peut être un énervant qu'on sait quoi, effectivement. C'est grave énervant. Moi, il y a pas longtemps, pourtant, c'est des gens que j'adore, hein, vraiment, j'ai pledgé Nekojima. Et du coup, je suis allé à Essen. Au festival de Spiel à Essen, et je vois sur le stand de BlackRock Games, il y avait des boîtes de Nekojima qui étaient là, alors que nous on n'avait pas reçu nos pledges. Tu vois, putain, t'as les boules quoi, tu dis merde. Et en plus les auteurs sont là, donc vraiment je les adore, et puis on a discuté un peu machin, mais en fait c'était des boîtes qui étaient arrivées, ils les ont pris exprès pour le festival, mais sauf qu'en fait on les a eu quand même quelques jours après la sortie boutique. Bah moi je vois Tinted Grail, je l'ai eu bien avant qu'ils soient en boutique pour le coup, mais on n'y a pas joué aussitôt, mais il est arrivé bien avant en boutique, et pour le coup je me rappelle, pour avoir été dans notre boutique à côté de chez nous, les gars me disaient tu veux pas me revendre tes extensions, parce que eux pour le coup en boutique ils avaient que le jeu de base, et nous on avait déjà toutes les extensions qui allaient, les stretch goals, tout ça. Et bon, ça reste toujours ça qui est plus intéressant de passer par les plateformes comme ça, mais bon, c'est devenu un vrai business, ouais. Un autre truc que je voulais voir avec vous, c'est que si on prend l'exemple de Seven Citadel qu'on parlait il y a quelques instants, le jeu, on a dit, voilà, il va arriver 4 ans quasiment après le fait que vous ayez eu envie de le pledger. Ouais, quasiment 2 ans plus tard que ce qu'annoncé au départ. Est-ce que, à bout d'un moment, on n'a pas juste envie de passer à un autre truc et que l'envie d'y jouer est toujours là? Ça pourrait être le risque, c'est vrai. On n'est pas à l'abri d'un changement de vie, voilà, effectivement, on se rend compte qu'entre le moment où on l'achète et le moment où on va le recevoir, peut-être que, et on le voit d'ailleurs, il y a des gens qui revendent parfois leur jeu, hein. Il est à peine reçu, ils les revendent. C'est ça. Parce que autre chose. Leur vie a changé, puis voilà. Donc oui. Alors il y a le fait que ta vie peut changer parce que professionnellement, puis t'as plus le temps, etc. Mais aussi, la question c'est est-ce que 4 ans après, t'as envie de jouer au jeu que t'avais pledgé 4 ans avant? Bon, personnellement, moi c'est toujours le cas. Clairement, moi aussi, tous les jeux qu'on a, c'est... En fait, c'est ça, c'est qu'on en a plein. Donc on arrive à
on les oublie même les jeux. Pour le coup, on les oublie et quand ils arrivent, on est content. Là, ISS, il est arrivé. Moi, perso, j'ai envie de jouer à ISS Vanguard, mais j'avoue qu'ISS Vanguard, quand j'ai la campagne et tout, je l'ai pas fait, mais j'avoue que j'ai un peu envie d'y jouer quand même. Je sais qu'il va sortir en français chez Asmodée aussi. Ils sont distributeurs de ça. Après, faut aussi reconnaître le travail qui est fait derrière, parce que comme le 7ème Citadel, c'est des Français qui ont sorti le jeu. C'est Serious Pool. Serious Pool, exactement, et c'est un vrai boulot. Après, moi, je suis pas tout ce qu'ils font, mais après, je sais pas pourquoi ils ont autant de. Vous savez, vous avez suivi un peu, non? Pourquoi ils ont autant de temps de. Pas plus que ça, c'est toujours les mêmes problèmes, non? Je pense que le coup, c'est toi qui avait les notifications. Dans les actus, tout ça, oui, je pense que c'est les aléas, tout ce qu'on a pu voir dans les infos ces derniers mois. Hein, c'est toujours un peu ces problèmes d'approvisionnement, de Covid, de tout ça. Ouais, effectivement, le fait que ça soit produit en Chine aussi, de toute façon. C'était en octobre 2020, je sais plus quand étaient les confinements, etc. Le Covid, on était quand? C'était quand ça? Oui, on était dedans. On était après, non? C'était en avril 2020 qu'on a été. Donc ils ont subi peut-être aussi la suite un peu compliquée, quoi. Tous les trucs que le Covid, qui ne sont pas prévus. Alors c'est vrai que le Covid, ça a eu un impact vachement important sur les délais de livraison et puis sur les coûts à un moment donné, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en fait. Donc les conteneurs, ils ont pris moult parce qu'il y avait eu le Covid et puis il y avait eu ce fameux bateau qui était en travers là, dans le canal de Suez et qui a retardé à fond tous les autres bateaux. En fait, c'est pour ça que tout arrive maintenant. Les jeux qu'on aurait dû avoir il y a 6 mois, 1 an, ils arrivent tous là. Alors après c'est ça aussi qui a peut-être mis dans le jus aussi certains d'être obligés d'attendre pour faire livrer ou parce que les coûts étaient trop chers. Et puis je pense à mes amis de chez Paria Édition qui ont fait l'ordre de Veillel, etc. Eux ils ont pas c'est pas une maison de distribution quoi, ils ont rien et eux pour le coup c'est vraiment le financement d'un jeu, c'est vraiment ça qui leur sert à fabriquer quoi. Et en fait ils ont attendu, ils se sont excusés plein de fois. L'ordre de Veillel 2 il est sorti vachement plus tard que ce qui était, mais en fait pour ceux qui sont dans l'attente du Kingdom Death Monster, t'es vacciné en fait après pour tous les autres jeux. Ouais. 2014 la campagne, le Glamber Chest on l'a reçu il y a 6 mois, il y a même pas 6 mois je crois. Donc ça fait presque 10 ans d'attente. C'est trop abusé. Pour ceux qui ont pris le all-in à l'époque, mais après... je pense que quand t'as payé 10 ans avant, c'est comme tu dis, c'est un peu abusé. Là il y en a plein qui ont abandonné Parce qu'en 10 ans, le mec il a forcément bouffé tout le pognon. Oui, en fait, je sais pas, mais après, il faut reconnaître qu'à côté de ça, il fait un travail monstrueux. Qu'on reçoit le matériel, qu'on joue au jeu, oui, derrière. Tu te dis au final, c'est pas grave, ça l'excuse presque pour ma part. Après, je sais qu'il y en a plein ils ont abandonné le projet, ils ont même revendu le jeu de base, ils ont reçu le Glamber Chase pour le revendre en disant j'ai plus le jeu de base, de toute façon, c'est fini. Ça y est, on passe à autre chose. Il y a aussi des trucs parfois où tu reçois un jeu et tu te dis merde, en fait ils ont accéléré au bout d'un moment parce qu'il fallait bien arriver à le sortir et puis au final tu te dis en fin de compte ils l'ont jamais vraiment fini le jeu. Tu vois, c'est un peu le cas de Vampire the Masquerade Chapters qu'on a reçu. Déjà, ça a été bien plus long que ce que c'était prévu. Il a fallu qu'on rajoute un peu de sous. Aussi, c'était dans les 30-40, un truc comme ça. Mais en fin de compte, quand on a reçu le jeu, ils ont sorti des errata, mais genre t'as 4 pages d'errata avec 4 colonnes écrites en tout petit. Il n'y a pas un élément du jeu, il n'y a pas un chapitre du jeu où il n'y a pas des errata. Côté pénible, ça. C'est relou quoi. Et puis le manuel d'instruction, il est énorme, c'est écrit en tout petit. Tu te dis merde. Du coup moi ça m'a refroidi en fait. Je me dis, tu vois, j'y ai même pas joué encore. Je sais que My Catwoman, pour ceux qui suivent les podcasts et tout, elle y a joué. Elle a fait une ou 2 parties, mais en fait, je t'avoue que en fait on l'a un peu laissé tomber. Et pourtant c'est un truc, c'est colossal quoi en termes de matériel. Vous l'attendiez. On l'attendait, mais du coup maintenant qu'il est là, il a mis tellement de temps à arriver que moi ça m'a fait un peu l'effet. J'ai plus trop envie. S'il y a d'autres trucs qui sont arrivés, là je suis sur les chroniques de Drunagor, tu vois, par exemple. Après c'est sûr que quand le jeu il arrive, on a tout de suite envie de se mettre dedans. Il suffit qu'on ait un autre jeu en cours, du coup on va peut-être se dire on met un peu d'attente pour finir puis voilà, du coup il reste dans l'armoire quand même un certain temps avant qu'on le ressorte. C'est le cas effectivement de Sheol qu'on va a priori démarrer ce soir ou très prochainement. Ça fait effectivement quelques mois que je l'ai. Donc le côté effervescence quand on le reçoit, puis ça redescend. Bon là maintenant ça y est. La hype est revenue. Une fois que tu ça revient, oui. Une fois que tu l'installes, je vous entendais tout à l'heure ce que j'étais en train de préparer, je les entendais. Oh c'est trop bien, vas-y on y joue ce soir et tout. Donc, on a reçu SS Vanguard.
Effectivement, c'est sûr qu'il faut réussir à doser entre le stock qui s'amoncelle et puis quand même y jouer pour pas avoir un stock qui sert à rien, parce que sinon... Est-ce que vous, dans les jeux que vous avez reçus dernièrement, vous avez reçu un truc puis vous avez été super déçu et que par rapport à ce que vous vous attendiez, par rapport à ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous a vendu, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a Non, moi perso, pas déçu pour l'instant. Bon, spécialement peut-être Yucatan que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça. Ah oui, toi, ouais. Le jeu il est bien, moi j'aime bien, mais c'est pas trop notre cam au final. Nous, c'est les gros jeux. Les jeux Mais qu'est-ce qui t'a fait l'acheter du coup? Est-ce que c'était le côté image et l'univers du jeu de base, j'aime beaucoup moi tout ce qui est lié au Mexique et toutes les Aztèques, tout ça. Et le jeu en soi, il est jouable, il est bien, mais déjà bon, la notice incroyable comment elle est compliquée à déchiffrer. Non mais là, il y a plusieurs vidéos d'autres youtubeurs que j'ai regardé. Et ils sont unanimes là-dessus en disant que leur règle elle est infâme. Et puis, le jeu il est bien, mais c'est pas non plus le jeu de l'année quoi. Bah non, parce qu'on y a joué ensemble et c'était pas non plus... Enfin, c'était pas compliqué en fait. Non. Donc tu te demandes pourquoi la règle est si compliquée. Tu vois, les Chroniques de Drunagor, le livre de règles, il fait 60 pages. Bah... 60 pages quoi. Et il y a moult petits trucs. Alors si tu fais ça, t'auras plus un en... Mais c'est là que j'ai envie de te dire tu vois, à un moment donné, tu vas jouer avec moins de règles peut-être, et puis tu vas faire ton expérience, tu vas en profiter plutôt que parfois te gaver ce genre de trucs. C'est ça qui rend un jeu excellent du jeu moyen. Et parmi ceux qu'on a, on en a qui sont excellents pour cette raison-là, c'est que les règles elles sont bien faites, que le jeu il est archi équilibré, et c'est ça qui va faire aussi le charme du jeu. C'est que le jeu va pas tout le temps trop dur et tu vas perdre tout le temps parce qu'il est injouable. C'est ça la difficulté, c'est ça où il y en a certains qui sont... Pourtant on en a joué qui sont quand même... KDM, quand on l'a commencé, on s'est dit c'est infâme, c'est dur, c'est trop. Il est dur, c'est un des plus durs. La preuve c'est qu'on ne l'a jamais encore gagné. Donc voilà, mais pour autant il est archi prenant parce que le mec il a pensé à vraiment plein de trucs et chaque partie est différente. Il n'y en a pas une qui se ressemble, même si effectivement la ligne conductrice c'est la même. Et là c'est pour ça qu'il est fou ce jeu, effectivement. Et d'autres jeux dits rejouables ne le sont pas tant que ça, parce qu'au final, au bout d'un moment, tu tournes en rond et le jeu, tu l'as poncé dans tous les sens, et effectivement, du coup, tu perds un peu l'intérêt de le faire. J'ai envie de dire, heureusement tu joues quoi pour certains jeux, parce que... Enfin là, vos jeux là en question, pour le coup, moi, j'y ai pas forcément accès, parce que c'est pas des jeux, en fait, ils envoient ça en pré-campagne à des gros youtubeurs internationaux, donc ce qui touche beaucoup les anglophones pour arriver, c'est pas les francophones qui vont faire 12 millions à... pour les francophones c'est dur de trouver des chaînes qui présentent par exemple un KDM mais qui présentent une campagne, alors ça en anglais t'en as... Et puis les jeux à campagne, tu peux pas en fait c'est difficile parce que je vois par exemple les Chroniques de Drunagor, j'ai sorti ma vidéo ce matin, tu vois, j'ai fait le prologue, j'ai fait le chapitre 1, j'ai fait le chapitre 2. Et je vais pas me taper les 18 chapitres pour faire une vidéo, enfin, il y a un moment donné où moi, tu vois, tu peux pas, et puis là, en fait, je sais très bien que je vais pas pouvoir m'en remettre dedans tout de suite parce que j'ai d'autres trucs, en plus, il y a le Festival de Cannes qui arrive dans 8 jours, du coup, c'est compliqué, mais en fait, certains te diront, ouais, mais tu fais une vidéo, mais tu sais pas parce que t'as pas été assez loin dans le jeu, donc en gros, tu dis un peu de la merde, mais qui va faire une campagne entière pour faire une vidéo, c'est pas possible. Et Drunagor, je le dis dans la vidéo, il y a tous les petits trucs qu'on retrouve toujours, les brûlures, poisons, hémorragie, tu vois tous ces trucs, mais t'en as 4 pages. T'as 250 jetons, t'as un râtelier à jetons où tu peux pas tout mettre parce que le râtelier m'a branlé. Automatiquement, KDM, on y joue depuis des années, on arrive à oublier des choses, on revient, on se dit mince, on a oublié. Gloomhaven, ça nous a fait la même chose. À partir du moment où tu as trop de trucs à gérer, ça devient compliqué. Et puis quand si t'es pas dedans en permanence, il suffit que tu aies un temps de pause, tu joues à autre chose, tu y reviens, tu oublies des trucs. C'est ça. Et du coup, je fais un peu un parallèle, mais il y a du coup certains jeux qui ont été mis sur Steam par exemple. Donc ça, on a trouvé ça bien par moment, comme Frostpunk. Où là, pour le coup, t'as l'IA qui te gère une partie des règles. Gloomhaven. Du coup, ça rend le jeu plus agréable. Gloomhaven, c'est carrément le jeu entier, mais là, le The Descent, par exemple, et le Seigneur des Anneaux, qu'on est en train de jouer actuellement. Ah oui, vous voulez dire des applications qui aident dans le jeu. Clairement, ça soulage. Oui, comme les demeures de l'épouvante et tout ça, quoi, d'accord. Ou comme là, on est en train de terminer, enfin, pour faire la vidéo dessus, avec ma Catwoman, on fait Destiny's, Source-Bois, et il nous reste un scénario. Alors pour le coup, il y a 4 scénarios, et on s'est dit, on va faire la campagne complète des 4 pour pouvoir en parler derrière, mais je t'avoue qu'en fait, on en parlait justement, c'est que là, je me rappelle même plus de ce qu'on a fait dans la première partie. Donc ça, c'est je sais pas ce qu'on va vous raconter
raconter dans la vidéo, mais on va vous présenter le truc un minimum. Mais... Faut réussir à jouer régulièrement à ces jeux-là, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Bah c'est ça. Puis en fait, un jeu où t'es tout le temps obligé de mettre le nez dans la règle, bah c'est un peu chiant aussi, quoi. Ah ouais, c'est le problème des gros jeux. C'est le problème des gros jeux, c'est que si tu y joues pas de façon régulière, c'est compliqué. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, je pense, on voit bien ce qui se passe sur les réseaux, par exemple, pourquoi les gens revendent ou autre, parce qu'ils n'ont pas le temps d'y jouer régulièrement, etc. Donc c'est un tout de suite compliqué. Déjà que nous, quand on y joue régulièrement à certains, on va y passer, je sais pas, 2-3 mois pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, il faut avoir du temps. C'est si t'as pas de temps, c'est pas possible. Entre guillemets, la contrainte de ces jeux-là. Ouais. Y a le côté attrayant du Kickstarter pour moi, peut-être dans ce qu'on n'a pas dit précédemment, c'est qu'effectivement il y a un côté commercial dans les campagnes où effectivement il y a le côté très attractif, très séduisant, très esthétique, très beau. Alors surtout quand on est attaché à certains univers, voilà, ça c'est propre à chacun. Et effectivement ils font des superbes campagnes. Et qui donne envie, clairement on va pas se voiler la face. Ils font des teasers incroyables. Et ça c'est de plus en plus, ça ressemble de plus en plus au cinéma. Oui, clairement. Voilà, on est carrément là-dedans. Et oui, ça donne envie. Alors après, on peut vite tomber, comme tu disais tout à l'heure, on peut vite tomber dans le côté, on a un achat compulsif, et puis voilà. Bon, donc maintenant qu'on en a quelques-uns, l'achat devient un peu moins compulsif et un peu plus réfléchi. C'est pas pour autant, effectivement, sans être collectionneur, parce que voilà, là on pourrait croire que. Mais l'idée, c'est effectivement quand même d'y jouer. L'idée, c'est pas d'acheter pour acheter sans jouer. Donc, mais et voilà. Après, il faut quand même réussir à pas tomber dans le côté addictif dont tu parlais au départ. Faut dire acheter pour acheter, mais au final, voilà, c'est juste parce qu'il y a le côté attrayant du produit. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à doser. Mais effectivement, il y a ce danger addictif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font piéger avec ça, clairement. Bah nous les premiers au début. Bah nous on a la chance d'être proches et du coup d'être joueurs et on arrive à se libérer du temps pour jouer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pledgent et qui n'ont jamais le temps de jouer. Au final où ils jouent tout seuls et c'est pas intéressant de jouer tout seul. Donc ils finissent par regretter leur achat. Ou qui pledgent juste parce que l'univers leur plaît et puis que le matériel est beau. Regarde par exemple le Batman Gotham City Chronicles, quand tu l'as acheté, quand tu l'as reçu, t'étais comme un ouf. Ah oui, mais au final le jeu j'ai pas spécialement aimé. Et puis finalement t'as pas aimé le jeu. Je l'ai revendu, je l'ai pas gardé. Mais peut-être que si, je sais pas si tu avais pris le temps de bien lire ou est-ce que c'était bien détaillé, déjà, etc. C'est pas très. Je suis tellement fan de Batman à la base que quand je l'ai vu, je l'ai acheté, j'ai pas réfléchi. Puis voilà, après. Comme ça. Bon, moi j'avoue que c'est sûrement l'un de mes jeux préférés de tous les temps parce que vraiment je le trouve mais il est bien, excellent. Il est bien le jeu, hein, mais bon voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans la façon d'y jouer. Un peu déçu au final. Ah bah tu vois, parce que justement je voulais vous demander quel était votre plus gros coup de cœur de ce que vous avez pu recevoir chacun. Alors pas forcément un commun, mais ton plus gros coup de cœur toi David dans tout ce que vous avez pu recevoir. Le plus gros coup de cœur... Alors je pense lequel tu vas dire. Oui, moi je le sais d'entrée. Donc moi je vais dire Gloomhaven. Ah ouais, ok. En gros c'est presque ta première grosse expérience de jeu en campagne où tu vis une aventure. Et notamment je reviens sur ce que je dis, c'est sur l'équilibrage au niveau de la difficulté. C'est vrai que le jeu des parties de ouf où on gagnait de justesse, où on perdait de justesse. Et ça c'était excellent. Ouais. Et tu vois par exemple pour en revenir à côté attractif, Frosthaven, dans la campagne sortie, on l'a pas pledgé. Pourquoi ? Parce que on a su qu'il sortirait en français. Et on l'attend. Bon, toujours pas, mais voilà. On s'est dit on en a d'autres en attente, celui-ci on va pas le pledger, on va attendre qu'il sorte en français. Normalement c'est Asmodée qui doit le sortir également, comme le premier d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, pour moi toi c'est Gloomhaven et toi c'est la grosse boîte noire ? Bah moi clairement, Kingdom Death Monster, je suis tombé dessus un peu par hasard et je l'ai acheté, j'ai eu la chance de le trouver en occasion, le jeu de base à moins cher. Et pour le coup, on a eu du mal à y jouer, on a attendu un peu. Le livre de règles en français. On a réussi à choper le livre de règles en français. Vrai oui, qui est ultra rare. Il y a 300 exemplaires et pour le coup, c'était une campagne bien spécifique que des Français et des fans du jeu ont fait. Et même encore actuellement, sur les groupes Facebook, il y a des gens. Où est-ce qu'on peut trouver le livre en français ? Ben non, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a que ceux-là. Il me semble qu'ils avaient fait la même chose sur Gloomhaven, non ? Oui, c'est des fans qui ont traduit à la base le jeu. Et du coup, c'est quoi, c'est Asmodée, t'as dit ? Ouais, c'est Asmodée. Ils ont repris la grosse partie du travail. Ils ont contacté les fans. Exact, s'ils pouvaient prendre leur traduction et ils ont peaufiné. Mais oui, moi, clairement, Kingdom Death Monster, l'univers, alors qu'on le créateur, qu'on y en veuille et tout ça, ok, je peux comprendre, mais une fois qu'on y joue vraiment, nous, je pense que c'est le jeu qu'on a le plus joué. Je pense qu'on n'est pas loin des 600-700 heures de jeu dessus. Peut-être même bien plus large, mais ouais, le jeu
Et on a toutes les extensions qu'on n'a jamais encore mis dedans. On joue qu'au jeu de base depuis le début, quoi. Gloomhaven, j'avais rencontré en octobre là, Isaac Hayes. Childress, pardon. Oui, Isaac Hayes, c'est un musicien de funk, non, de jazz, oui, je sais pas, je me trompe, mais et en fait, si je l'ai rencontré, c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas parlé alors. Effectivement. Il était beaucoup moins noir que... Il m'a mis un gros râteau parce que en fait il avait un stand énorme là, avec Gloomhaven, Frosthaven, et puis je lui demande si on peut faire une petite interview avec mon accent déplorable en anglais, et il me dit ok, je voyais bien que ça le faisait clairement chier, hein. Il était pas dans le move pour faire un truc, et puis là donc je prépare sur les caméras et tout, puis là il y a deux mecs qui arrivent qui commencent à lui parler d'un truc, puis j'attends comme un gland, puis il me voit, hein. Puis comme si il m'ignorait, quoi. Et puis au bout d'un moment, je dis bon, va te faire foutre. Et puis j'ai replié tout. Peut-être que si tu l'avais appelé par son vrai nom, ça aurait marché. Non, mais non, je l'ai dû l'appeler Isaac. Mais tu vois, le mec il est pas très sympa. Alors qu'en fait, Jacob Frixelius ou Stephen Feld, c'est des crèmes. Franchement, ils sont adorables. Ils sont super ces gens-là. Votre plus grosse déception? Le jeu que vous avez le moins aimé ou celui que vous avez été le plus déçu? Alors vous m'avez dit que vous aviez jamais été vraiment déçu, mais qu'est-ce qui... Toujours dans les Kickstarter. Ah bah oui, parce que c'est le thème. Je dirais Machina Arcana. Machina Arcana. Même si, effectivement, c'est pas une déception réelle en soi, mais par rapport aux autres qu'on a pu jouer avec un réel mode campagne, celui-ci, il y a une campagne, mais c'est pas un fil conducteur vraiment excellent. Voilà, effectivement, celui-ci, là, il nous reste une extension à finir, et après celui-là, typiquement celui-là... Mais c'est parce que je pense qu'effectivement il a été fait par un éditeur connu qui est habitué à faire des jeux boutiques et pas des jeux forcément sous ce format-là. Et toi, c'est... Moi j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est Yucatan. Hein, je m'en doutais. Ouais. Clairement, parce que sinon les autres, soit on n'y a pas encore joué, soit on n'est pas déçu du tout, donc on en est là. Et vos plus grosses attentes? Vas-y, je sais lequel c'est, toi. Moi celui que j'attends vraiment c'est Primal Awakening, que j'attends quand même... depuis un bout de temps, mais il a du mal à arriver. Mais quand il va arriver, je l'attends. Celui-là, je l'attends, ouais. Moi, c'est Nova Veritas. De chez... attends, j'ai perdu le nom. Ludus Magnus Studio, ouais. Voilà. Qui fait également les jeux Black Rose War, Black Rose War Rebirth, etc. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vous parle de Black Rose War Duel dans quelques temps sur la chaîne, donc ça va arriver. Et puis, du coup, je crois que dedans, en plus, tu as des trucs qui seront en lien compatibles. Je viendrai avec le matos, on se fera une partie. Écoutez, voilà, alors juste un truc que je voulais rajouter tout à l'heure quand tu disais le côté marketing machin qui pouvait te faire acheter. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le côté 50 € par mois, 40 € par mois via des plateformes PayPal et tout ça. Parce qu'en fait, si tu fais pas gaffe et que tu es un peu de l'achat impulsif, et en fait tu vas te retrouver vite endetté de ouf. Je pense qu'eux ils s'en foutent complètement. Évidemment, ils s'en tapent. C'est comme pour tout, quoi. Du moment c'est pas leur problème. C'est aux gens qui achètent, savoir ce qu'ils ont à faire. Mais du coup, ce genre de facilité peut entraîner. Tu peux aller au champ faire tes courses comme ça aussi maintenant. Donc, c'est bien le problème. On est dans l'aspect société de consommation, il faut être vigilant, quoi, que ça soit avec Kickstarter ou autre chose. Écoutez, je vous remercie les garçons. Merci à toi. C'était super. Enfin, je pense que c'était intéressant. Je pense qu'on a abordé plein de thèmes. On a été hyper sérieux par contre. Ah ouais, c'était ça. On n'est pas comme ça tout le temps. Non, parce que normalement non. C'est vrai que on n'est pas forcément les plus sérieux du monde. Mais bien que sur la chaîne, parfois c'est bien aussi d'apporter, de faire un petit débat comme ça. Je trouve ça cool avec un sujet sérieux puis avec des gens sympas, puis en plus des amours. Donc voilà. Écoutez, on va finir sur la phrase habituelle. Tu joues quoi, hein, du coup. Alors maintenant que vous savez tout, les amis, sur les campagnes de financement participatif, alors. Tu joues ou quoi?